Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, un numéro consacré aujourd'hui aux élections présidentielles qui auront lieu en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un politologue, il s'appelle John Francis Mbala. John Francis Mbala, bonjour et bienvenue sur Télésud. Alors c'est une première, les Congolais de l'étranger, en tout cas dans 5 pays, vont pouvoir voter pour les présidentielles dans les ambassades. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle mesure, de cette nouvelle qui est donc une première pour la RDC ? Effectivement, nous pouvons parler des Congolais de l'étranger, de leur vote qui va avoir lieu cette année, mais j'interviens aussi pas simplement en tant que politologue ou professeur d'université, mais en tant que communicateur officiel de la DGN. Alors qu'est-ce que la DGN ? Alors la DGN, c'est la dynamique Guilé-Niembo. Guilé-Niembo qui est une autorité morale de notre ASBL, Association sans but lucratif, et qui est surtout un très proche collaborateur du chef de l'État, qui est distrait, mais qui est travailleur. Et nous travaillons surtout à rendre palpable la vision du chef de l'État dans l'intégralité du territoire. Et donc, nous travaillons dans le social, dans l'économie. Nous avons des équipes qui vont à la rencontre de la population. Alors, racontez-nous un petit peu la CENI et justement l'enrôlement des votes qui s'est terminé le 10 mars dernier. Quel bilan peut-on en retenir de cette réunion ? Il faut savoir que depuis belle lurette, il est prévu dans la Constitution la possibilité pour les Congolais de l'étranger de voter. Mais ça n'a jamais eu lieu. Et donc c'est une première. C'est une première. Pourquoi ça n'a jamais eu lieu à votre avis alors que c'était prévu dans la Constitution ? Alors, très bonne question. Ça n'a jamais eu lieu pour des raisons logistiques, mais aussi il fallait effectivement recenser tous les Congolais de l'étranger, ce qui est en cours. Mais ce qui est essentiel de savoir, c'est que le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, qui est lui-même aussi un produit de la diaspora, qui a vécu dans la diaspora, qui connaît nos problèmes et qui a estimé qu'il était grand temps que maintenant, désormais, les Congolais de l'étranger puissent voter aussi, a donné son impulsion. Et la CENI, qui est une organisation, une institution indépendante d'appui à la démocratie, a saisi l'occasion et a posé la question finalement à la Cour suprême qui s'est exprimée dans un arrêt de mars 2022 en précisant que les Congolais de l'étranger pouvaient voter et que cela serait le cas dans 5 pays qui sont la France, plus précisément la Belgique, le Canada, les États-Unis et puis l'Afrique du Sud. Et pourquoi seulement ces 5 pays d'ailleurs ? Parce que c'est une expérience pilote. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas étendre cela à tous les pays où il y a des représentations diplomatiques. Et donc, on verra tout justement, le but c'est la problématique. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet enrôlement et de ce vote qui aura lieu ? Quelles leçons, c'est-à-dire ? Pourquoi vous parlez de leçons ? Parce qu'il y a eu un problème d'information. Il fallait informer les Congolais de l'étranger. Certains ont pris le train en marche. Et finalement, il y a eu un engouement. Et les ambassades qui font un travail remarquable que nous devons saluer ici, ont été plus ou moins débordés, ils ont canalisé et au final, on a constaté que ce n'est que du bonheur. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Comment cette mesure va être mise en place ? On va pouvoir voter dans les ambassades, mais par exemple, si on prend l'exemple de la France, ça veut dire que toute la diaspora congolaise devra se rendre à Paris, faire la queue dans l'ambassade pour aller mettre son bulletin dans l'urne ? Madame Elisabeth Boutet, vous posez là une très très bonne question. Il s'agit des diasporas congolaises, mais des diasporas africaines aussi en général. Les diasporas africaines participent beaucoup à l'économie de leur pays, que ce soit pour les infrastructures, que ce soit pour les transferts de fonds, que ce soit pour les projets médicaux, sociaux et j'en passe. Mais ils ont aussi des devoirs, des droits. Ils ont des droits. Et donc, les Congolais de l'étranger ont ce droit-là qui est un droit de vote, de choisir les élus, les futurs élus. Et donc, d'une certaine manière, ils seront appelés à se déplacer vers les ambassades qui sont dans les capitales. Et pourquoi je disais que vous posez une très bonne question ? Parce que finalement, dans les provinces, prenons le cas de Bordeaux, prenons le cas de Lille et j'en passe, il y a une forte communauté congolaise, à Amiens où j'ai vécu très longtemps d'ailleurs, d'une certaine manière, s'ils doivent se déplacer jusqu'à Paris, des fois le choix est clair, est-ce qu'il faut se déplacer ou pas ? Déjà, ça a un coût, ça prend du temps. Si on prend le cas des États-Unis d'Amérique, que vous soyez à Washington ou à Dallas ou ailleurs, aller jusqu'à Washington pour aller voter. Donc, la leçon à tirer, d'une certaine manière, est-ce qu'il y aura des caravanes? Est-ce qu'on va dématérialiser, c'est-à-dire un vote électronique? Ça, c'est à voir. Mais d'une certaine manière, je pense qu'il serait souhaitable, je dirais, d'ouvrir des consulats
dans certaines grandes villes. Des bureaux de vote, peut-être pas des consulats, ça va être un peu compliqué, mais plutôt des bureaux de vote. Même pour les consulats, parce qu'il y a Abel Urel, j'ai milité pour la création d'un ministère des Congolais de l'étranger. J'ai vécu très longtemps en Europe, je suis moi-même désormais à Kinshasa, en fait, en RD Congo, et je constate que notre diaspora, alors j'aime pas tellement le terme diaspora parce que je trouve que c'est un terme qui a été galvaudé, hein, on parle même de diasporie. Hein, c'est pas parce qu'on est dans la diaspora que finalement on a les lumières. Hein. Donc d'une certaine manière, cette diaspora pourrait être canalisée, pourrait être, si je pourrais dire, on pourrait leur apporter la bonne information. Et il y a ceux qui ont des projets de retour, qui ont des potentialités, du potentiel, pas simplement du point de vue intellectuel, parce qu'on dit qu'il n'y a pas des sauts métiers que des sautes gens. Donc d'une certaine manière, il serait souhaitable de leur apporter la bonne information, de redynamiser ce cordon ombilical. Les élections présidentielles auront lieu dans 8 mois et demi. On a l'impression, à vous entendre, que finalement, le processus de vote a l'air encore un petit peu flou. Non, pas du tout. La CENI fait un travail remarquable, hein, la Commission électorale nationale indépendante, d'information et d'apporter pas simplement la logistique, mais le personnel. Hein. Donc d'une certaine manière, le processus électoral aura lieu dans les délais, nous l'espérons, et d'une certaine manière aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a une volonté vraiment des Congolais de l'étranger, comme ceux qui sont au pays, de participer à ces scrutins. Justement, quel est l'enjeu électoral du vote de la diaspora ? L'enjeu électoral, c'est que désormais, on constate qu'ils n'ont pas simplement que des devoirs, mais des droits aussi, et pourront peser demain aussi dans la marge du pays. C'est pourquoi, d'une certaine manière, il serait souhaitable qu'on puisse les associer à travers un ministère des Congolais de l'étranger, une structure qui puisse prendre en compte leurs doléances. J'en viens un tout petit peu au président Félix Tshisekedi, qui a vécu très longtemps aussi dans la diaspora, qui connaît nos problèmes. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il a la volonté d'associer les Congolais de l'étranger. On le voit à travers ses déplacements à l'étranger. Là où certains devaient peut-être faire des pieds et des mains, ben, les Congolais de l'étranger se déplacent spontanément, massivement pour l'accueillir, pas simplement l'applaudir, mais aussi apporter des suggestions quant à l'avenir et la marche du pays. Alors, est-ce que vous avez une idée des chiffres de ce que représente la diaspora congolaise en Europe et en France ? Là aussi, très bonne question. Nos ambassades ont des statistiques qu'il faut mettre à jour, actualisées, et ce travail pourrait être actualisé tout justement à travers une structure à l'instar des Maliens. Le Mali a un ministère des Maliens de l'extérieur qui s'occupe par exemple du vote des Maliens de l'extérieur, du recensement, et j'en passe. Est-ce que justement il y a un recensement qui est en cours actuellement pour savoir un petit peu qui va voter dans le pays d'une part et avec la diaspora à l'étranger d'autre part ? Ça se fait. La CENI fait un travail remarquable à ce niveau-là. Justement, parlons de la situation en RDC avec à l'est les affrontements entre le M23 et l'armée avec encore 20 civils qui ont été tués samedi dernier. Comment ça va se passer les élections ? Comment la RDC va préparer ce climat qui est aujourd'hui pas sécuritaire pour les élections ? L'un des points phares du projet du président Félix Tshisekedi, tout justement, c'est la dynamique Guilé-Niembo qui travaille tout justement à rendre palpable la vision du chef de l'État, c'est de pacifier l'Est pour qu'il y ait des élections transparentes, apaisées. Mais effectivement, nous avons un sérieux problème avec notre voisin qui est le Rwanda, non pas le peuple rwandais, mais le président Paul Kagame qui tient en otage son peuple d'une certaine manière, qui finance, qui est avec le M23. Ça a été acté par la communauté internationale qui l'a condamné fermement. Nous espérons vivement que les troupes angolaises, je suis l'actualité, 500 voilà, qui vont arriver pour sécuriser un tout petit peu. Félix Tshisekedi vient de recevoir, hein, on le voit sur les images, le président d'Angola, l'Angola qui a envoyé plusieurs centaines de soldats. Donc il y a une coalition qui se fait autour des voisins pour aider la RDC aujourd'hui ? Absolument, absolument. L'Angola est partie prenante, essaye d'apporter un peu son expertise aussi, sa contribution. Le président Félix Tshisekedi n'a pas ménagé aucun effort pour aller à l'étranger, dans les institutions internationales. Et je pense que nous, au sein de la DGN, de la dynamique Guilé-Niembo, nous avons appelé les peuples congolais à s'enrôler. Nous avons aussi appelé d'une certaine manière le peuple congolais à voir les réalisations du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup à faire, nous l'accordons, le social notamment, mais en tout cas, notre autorité morale, Guilé-Niembo, y travaille et nous l'épaulons pour rendre palpable la vision du chef de l'État. Alors là, je vous demande en tant que politologue, quels sont pour vous les différents scénarios d'un dénouement entre ces affrontements entre le M23 et la RDC ? Je comprends très bien ce qu'ont vécu le peuple rwandais, mais il y a une réalité. C'est qu'il n'y a pas de réelle démocratie en tant que telle. Et le président Paul Kagame tient en otage
sa population dans une certaine mesure. Est-ce qu'il va faire... C'est-à-dire quand vous dites que vous comprenez ce qu'a vécu le peuple rwandais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, il réalise des scores plutôt un peu russes à la stalinienne, 90% des élections. Attendez, il y a un souci. Mais ce n'est pas seulement ça la question. La question est surtout que, d'une certaine manière, il doit régler les problèmes rwandais et ne pas faire du génocide d'un fonds de commerce. Ça ne leur donne pas le droit de violer le droit international régulièrement et à répétition. Et surtout, ils ont été condamnés, enfin pas condamnés, disons que la communauté internationale a attiré l'attention sur le fait que le M23 avait une base arrière. Moi, je l'ai dit depuis toujours. Il y avait le CNDP, tristement célèbre, maintenant le M23, qui commettent... Et la problématique est celle-ci. Madame Bouteye-Elisabeth, vous avez un téléphone portable. Les internautes qui nous suivent, ou les téléspectateurs, ont des téléphones portables. Il y a une matière qu'on appelle le coltan. Le coltan, on ne trouve pas ça au Rwanda, en grande quantité, mais c'est au Congo. Mais le Rwanda est exportateur plutôt de cette matière, et cette matière qui est acquise plutôt avec des enfants soldats, avec des déplacements des populations, des désastres écologiques. Rappelons que la RD Congo est deuxième poumon, même premier poumon écologique de la planète. Et donc, d'une certaine manière, je pense que ça interpelle, et il faudrait vraiment que ça puisse cesser. Donc, le président Félix Tshisekedi, et dont l'un des très proches collaborateurs, Guy Niembou, y travaille. Et nous les accompagnons. Et donc, pour vous, quels sont les scénarios de solutions pour sortir de ces affrontements? Qu'est-ce qui s'ouvre devant nous? Les scénarios, c'est ce que nous faisons. Vous en parlez, nous en parlons. Nous attirons la communauté internationale, l'attention de la communauté internationale. Mais c'est surtout que les parrains, moi, de mon point de vue, les parrains du Rwanda, qui sont les États-Unis d'une certaine manière, puissent taper du poing sur la table et il va tempérer. Maintenant, il y a des multinationales qui profitent de cette situation de confusion en exploitant illégalement nos ressources. Ils y trouvent leur compte. Aujourd'hui, vous avez une idée du territoire justement exploité par le Rwanda pour prendre justement ces matières rares pour les téléphones portables? Il y a des rapports onusiens, des rapports internationaux qui existent, qui sont consultables sur le net et qui prouvent à suffisance que nous sommes victimes finalement de nos richesses. Nous sommes un pays très riche, c'est vrai, il y a un problème de redistribution des richesses. Il faudrait résoudre cela avec des gens à la place qu'il faut, ça nous l'entendons, mais pour autant, nous sommes engagés dans la voie vers le développement et nous espérons surtout qu'il y a un chantier qui, moi, m'interpelle et j'ai toujours mis l'accent là-dessus, le chantier des mentalités. Merci, professeur John Francis. C'est moi qui vous remercie et j'appelle nos compatriotes à accorder un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi lors des élections à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.